Consolation Proust, plus que jamais besoin de consolation, jour 12. À nouveau, une sorte de ces pages flottantes, pages qui arrivent sans que vous les ayez prévues. On vient de finir une nappe narrative, on va partir dans une autre séquence, et puis entre les deux arrivent ces objets comme méditatifs. Mais à mesure qu'on les regarde, j'ai pris une vieille loupe qui appartenait autrefois à mon grand-père maternel. C'est ce qu'il utilisait dans sa fin de vie pour lire. Pour moi, dans ces pages-là de Proust, il y a comme une sorte... Plus on les regarde de près, plus ça diffracte et plus ça prend de la complexité. Alors, la situation narrative. On a une longue séquence. Vous savez, ça commence par les petits jeux aux Champs-Élysées, etc. Le petit garçon, la petite fille. Puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup grandi. Mais la Gilberte, elle a des amoureux un peu moins transis que ce petit Marcel, encore que le narrateur ait rarement de nom dans la recherche, mais parfois. Et le pauvre narrateur est bien déconfit. Il va se rattraper parce que Madame Swann lui a dit que c'était bien dommage qu'il ne leur rende visite que pour voir Gilberte et que tout simplement il peut lui rendre visite à elle. C'est ce qui va se passer ensuite. Ce sera aussi quelques pages qui font partie de la légende de la recherche du temps perdu. Mais dans cette période de long malheur pour le petit narrateur, il a le droit de sortir le soir. Alors le soir, il vient marcher dans la nuit sous l'appartement des Swann. Tu peux pas voir ton amoureuse, qu'est-ce que tu fais? Tu viens regarder de l'extérieur et voilà ce que ça donne. Dans ce quartier, considéré alors comme éloigné d'un Paris plus sombre qu'aujourd'hui, et qui même dans le centre n'avait pas d'électricité sur la voie publique, et bien peu dans les maisons. Les lampes d'un salon situé au rez-de-chaussée ou à un entresol très bas, tel qu'était celui de ces appartements où recevait habituellement Madame Swann, suffisaient à illuminer la rue et à faire lever les yeux aux passants, qui rattachaient à leur clarté, comme à sa cause apparente et voilée, la présence devant la porte de quelques coupés bien attelés. Je vous ai lu quoi? Une seule phrase. Une phrase dans ce quartier, virgule, considéré alors comme éloigné d'un Paris plus sombre qu'aujourd'hui, virgule, et on commence par éteindre la ville. Faites le noir. Et qui, même dans le centre, n'avait pas d'électricité sur la voie publique. C'est encore l'éclairage au gaz. C'est l'éclairage 19e siècle. C'est l'éclairage dont parle Baudelaire, ou Walter Benjamin, parlant de Baudelaire, ou Charles Dickens, ou Andersen, la lueur vacillante du gaz. Le gaz n'enlève pas le noir qu'il y a autour. Les rues de Paris ne sont pas encore éclairées à l'électricité. Par contre, les riches personnes commencent à s'éclairer avec la lampe. C'est la période, c'est quand vous regardez par exemple à la Bibliothèque nationale de France, vous savez, si vous cherchez sur Gallica et que vous avez trouvé des romans populaires à l'époque, eh bien, à la fin des livres, sur la 4e de couverture, ou juste avant, dans les dernières pages, on inclut des publicités. C'est-à-dire, nous, la publicité, on est habitué à voir ça dans les journaux, mais c'était aussi dans les livres. Et cette publicité dans les livres, par exemple, c'était continuer de s'éclairer à la lampe à pétrole, parce que cette flamme est vivante. L'ampoule électrique, elle est mécanique, elle est stable, elle va tuer la lecture, bien sûr. Je les aime beaucoup, ces publicités-là. Alors il se passe quoi dans cette longue phrase d'introduction? Eh bien, simplement que cet appartement, dans sa lumière électrique, irradie au dehors. Et il illumine, c'est le mot qu'utilise Proust, mais tout le reste est tellement obscur que
tout d'un coup, ça va devenir comme un aquarium. On va voir à l'intérieur de la ville parce que l'électricité, elle n'est pas seulement une commodité à l'intérieur, elle change totalement le rapport intérieur à l'extérieur. Pour le petit narrateur qui vient espionner, mais non, c'est invention. Vous savez, on avait fait aussi quelque chose sur le voyageur, un passant. C'est-à-dire, le narrateur se dissocie et envoie en avant de lui un passant, anonyme, flottant, qui lui ne vient pas là, ni pour espionner, ni pour sa jalousie propre. Puis, notez aussi que vous surélevez. C'est-à-dire, on va lever la tête, puisque Madame Swann reçoit à l'entresol. Suffisait à illuminer la rue et à faire lever les yeux aux passants, qui rattachaient à leur clarté comme à sa cause apparente et voilée. On va retrouver plusieurs fois, même avec des vapeurs de samovar, cette notion de voile. La présence devant la porte de quelques coupés bien attelés. Le passant croyait, et non sans un certain émoi, à une modification survenue dans cette cause mystérieuse, quand il voyait l'un de ses coupés se mettre en mouvement. Mais c'était seulement un cocher qui, craignant que ces bêtes prissent froid, leur faisait faire de temps à autre des allées et venues, d'autant plus impressionnantes que les roues caoutchoutées donnaient au pas des chevaux un fond de silence, sur lequel ils se détachaient plus distincts et plus explicites. Et ça aussi, ça m'enchante pour... Est-ce que c'est compliqué? Non, mais vous savez, ce bruit des roues cerclées, des fiacres sur le pavé des cours, pavé des villes, c'est tout le temps dans Flaubert, c'est tout le temps dans Baudelaire. Et puis maintenant, puisque l'automobile est tout près, mais les roues caoutchouc sont venues avant. Cette révolution du caoutchouc, c'est ce dont parle Patrick Deville dans Amazonia, son magnifique livre en octobre dernier. Mais ces premières roues caoutchoutées, elles sont déjà là pour ces fiacres. Et puis, toujours chez Proust, cette dureté de la pression sociale. Mais en même temps, ce qui est bien chez Proust, c'est qu'il la maintient tout entière dans cette verticalité. Vous avez les cochers qui attendent. Nous, on est habitués, on voit les voitures garées de travers sur les passages piétons. C'est des grosses berlines noires. Et puis, vous avez le chauffeur qui attend pendant que devant, des fois, il laisse tourner le moteur. Il y avait la directrice à l'ENS Ulm aussi. La voiture était toujours allumée la voiture était toujours dans la cour avec le moteur allumé pour quand madame voudrait partir. Je ne sais pas s'ils ont réussi à la virer depuis cette directrice. Peu importe. Mais là, les cochers de fiacre, tellement ils se caillent, tellement ils ont froid, et c'est pareil pour les pauvres chevaux. Mais en fait, c'est pas pour les cochers. Les cochers, ils peuvent toujours avoir froid, mais les chevaux, tu leur fais faire de l'exercice. Alors, ces fiacres qui attendent les bons bourgeois en train de faire la fête, ils tournent, mais ils tournent silencieusement. C'est-à-dire que ce que change l'apparition de l'électricité à l'ordre de la nuit dans la ville, ça passe par l'ordre sonore du silence des fiacres qui tournent inutilement en attendant leurs bourgeois. Le jardin d'hiver que dans ces années-là le passant apercevait d'ordinaire, quelle que fût la rue, si l'appartement n'était pas à un niveau trop élevé au-dessus du trottoir, ne se voit plus que dans les héliogravures des livres d'Étrennes, de P.J. Stahl, ou en contraste avec les rares ornements floraux des salons Louis XVI d'aujourd'hui. Une rose ou un iris du Japon dans un val de cristal à long col, qui ne pourrait pas contenir une fleur de plus, il semble, à cause de la profusion des plantes d'appartement qu'on avait alors, et du manque absolu de stylisation dans leur arrangement, avoir dû, chez les maîtresses de maison, répondre plutôt à quelque vivante et délicieuse passion pour la botanique qu'à un froid souci de morne décoration. Il faisait penser en plus grand, dans les hôtels d'alors, à ces serres minuscules et portatives, posées au matin du 1er janvier sous la lampe allumée, les enfants n'ayant pas eu la patience d'attendre qu'il fît jour, parmi les autres cadeaux du jour de l'an, mais le plus beau d'entre eux, consolant avec les plantes qu'on va pouvoir cultiver de la nudité de l'hiver.
Plus encore qu'à ses serres elles-mêmes, ces jardins d'hiver ressemblaient à celles qu'on voyait tout auprès d'elle, figurées dans un beau livre, autre cadeau du jour de l'an. Et bien qu'elle fût donnée non aux enfants, mais à mademoiselle Lily, l'héroïne de l'ouvrage, les enchantait à tel point que, devenu maintenant presque vieillard, il se demande si dans ces années fortunées, l'hiver n'était pas la plus belle des saisons. Ça aussi c'est étonnant parce que on nous présente l'appartement des Swann comme ce jardin d'hiver, et puis pour nous figurer cette nouveauté de l'électricité dans le jardin d'hiver, on vous parle d'une habitude bourgeoise qui était, en ces moments d'hiver, de déposer une petite serre miniature. Je ne sais pas si c'est ce qu'on utilise nous avec les bonsaïs ou ces machins-là, mais comme une espèce de maquette. Or, ces questions de maquette, vous savez que c'est très très vieux, c'est ce qu'on utilisait déjà. Tu me fais Otus, toi? Ouais, à peu près. Faut que je fasse bouge de la tête pour que le truc ne confonde pas ma tête avec le machin là. Aparté technique. À Babylone, autant dans le temple, on gardait un exemplaire des textes sacrés, ce qui fait que le texte, si on prenait possession de la ville, on commençait par casser, se saisir du texte ou le détruire. Il n'y avait plus d'autorité religieuse sur la ville. C'est pour ça qu'on a reconstitué des choses comme Gilgamesh en fouillant les cours des maisons qui servaient d'école de scribes. Parce que l'examen terminal, c'était juste recopier une page d'un texte sacré. Et ça restait dans les archives de ces lieux. Donc on a pu comme ça reconstituer. Sinon, les textes sacrés, c'est pareil encore pour Échille. Oh, j'en fais des digressions aujourd'hui. Mais de l'autre côté, vous passez chez le Seigneur, le pouvoir de possession de la ville. Il s'exprime comment? Eh bien, dans le palais du prince, vous mettez une maquette de la ville. Et cette maquette témoigne que vous avez possession de la ville. Comme dans d'autres maisons, puisque le fer est une possession rare, on plantait un clou. La maison de terre, sur le sol en terre, un clou en fer la reliait. Ça signifiait la propriété. Est-ce que j'extrapole? Évidemment, beaucoup, mais ces petites sphères, ces petites serres miniatures qui sont une espèce de modélisation de la grande serre éclairée. Est-ce qu'on en a besoin à cet endroit-là? Je ne sais pas. Mais c'est l'artifice que Proust nous donne. Il nous fait regarder la miniature, la maquette miniature. Et puisque nous regardons dans un intérieur cette miniature, à ce moment-là, notre perception du jardin d'hiver éclairé avec les silhouettes des personnages, mais lui, grandeur nature, est le narrateur ou ce passant qu'il représente dans la nuit froide, on en a une autre perception. Revenons à mademoiselle Lily. Enfin, au fond de ce jardin d'hiver, à travers les arborescences d'espèces variées qui, de la rue, faisaient ressembler la fenêtre éclairée au vitrage de ces serres d'enfants dessinés ou réels, le passant, se hissant sur ses pointes, apercevait généralement un homme en redingote, un gardénia ou un œillet à la boutonnière, debout devant une femme assise, tous deux vagues, comme deux intailles dans une topaze. Ça, cette phrase, pour moi, m'a toujours stupéfié chez Marcel Proust. Comme deux intailles dans une topaze. Au fond de l'atmosphère du salon, ambré par le samovar, importation récente alors, de vapeurs qui s'en échappent peut-être encore aujourd'hui. Et là, par contre, comme on joue dans le temps, c'est-à-dire, il y a cette soirée avec les cochers qui font tourner, et puis le passant qui se hisse sur la pointe des pieds pour mieux voir à l'intérieur. Je ne sais pas s'il applique son visage contre la vitre, certainement pas, c'est trop haut. Mais ce qu'il voit, c'est une silhouette de bourgeois avec son gardénia à la boutonnière, devant une femme assise, cette espèce d'immobilité. Et cette immobilité, on la redouble parce que ce samovar, vous savez, c'est bientôt aussi la saison des ballets russes de Diaghilev, tout ça qui va venir bientôt. Eh bien, cette vapeur qui s'échappe, elle s'échappe peut-être encore aujourd'hui. C'est-à-dire que cette théière n'arrête plus jamais de laisser sa vapeur qui envahit tout. Mais qu'à cause de l'habitude, personne ne voit plus. Madame Swann tenait beaucoup à ce « thé » entre guillemets. Elle croyait montrer de l'originalité et dégager du charme en disant à un homme « Vous me trouverez tous les jours un peu tard, venez prendre le thé ».
de sorte qu'elle accompagnait d'un sourire fin et doux ces mots prononcés par elle, avec un accent anglais momentané, et desquels son interlocuteur prenait bonne note en saluant d'un air grave, comme s'ils avaient été quelque chose d'important et de singulier qui commanda la déférence et exigea de l'attention. Ça y est, mon petit passage est fini. Mais vous voyez ces cochers qui tournent sur leur rue silencieuse. Vous voyez ce narrateur qui est évacué de sa propre situation, de venir obsessivement passer chez les Swann, voir ce qui se passe, parce qu'il n'a pas le droit d'entrer et que Gilberte ne veut plus de lui, remplacé par un passant anonyme qui va lever la tête et voir ces silhouettes schématisées, et puis cette impression globale qu'on nous fait exister en nous décrivant ce qui serait à l'intérieur, de la voir en miniature, en maquette, et puis ça y est, on continue. Et c'est comme ça que quoi ? Que l'électricité arrive dans la recherche du temps perdu. Le mot électricité qui vient trouer la recherche d'un Paris plus sombre qu'aujourd'hui et qui, même dans le centre, n'avait pas d'électricité sur la voie publique et bien peu dans les maisons. Et évidemment, c'est par les Swann que ça commence. À demain. On continue, hein. Est-ce qu'on a le choix ? L'important pour moi, c'est que je ne sais jamais, du jour pour le lendemain, ce que je vais faire. Changer un peu l'angle de vue. Mais j'aime bien parler proche du micro. Maintenant, j'ai changé un petit peu aussi. Je l'envoie avec un fil directement dans l'appareil photo. Ça me simplifie un peu et ça change le rapport de physique à la voix. On fait du vidéo podcast, définitivement. Soyez exigeants sur le son dans les vidéos que vous regardez. Dites-leur aux gens que ça ronfle, que c'est pas clean, etc., etc. On y arrivera tous ensemble que si on est solide dans ce qu'on propose. Moi, mon problème, c'est le flou. C'est peut-être amélioré.